Bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule qu'on va en faire avec un expert avec nous qu'on a euh, à la caméra. Donc, je vous le présente, Michel Villa, qui est un formateur boursier. Donc, je vais le laisser se présenter un petit peu plus par la suite. Vous avez reçu, la majorité d'entre vous, un questionnaire sur un sondage qu'on avait fait préalablement à la présentation. Donc, ce qu'on va faire, on va repasser les 4 questions qu'on vous avait posées et Michel pourra rentrer en détail et vous expliquer un peu le pourquoi des réponses. Par la suite, on va passer à un deuxième segment qui sera sur un deuxième enregistrement. Puis le deuxième segment répondra à d'autres questions qu'on ne vous a pas posées, mais qui sont très pertinentes. Donc, Michel, je te passe la parole pour te présenter, puis par la suite, on repassera les questions une à la suite de l'autre. Bien, merci beaucoup, Philippe. Bonjour tout le monde. Mon nom est Michel Villa. Je suis un formateur boursier. Je m'intéresse particulièrement au comportement humain à la bourse. Qu'est-ce que je fais dans le quotidien? J'écris des articles, je donne des ateliers, je donne des conférences. Une fois de temps en temps, je participe à des échanges comme celui-ci aujourd'hui avec Philippe. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien, merci, Michel. Donc, on va débuter à l'instant. La première question qu'on vous a posée dans le sondage, puis on a eu, je suis un peu déçu, je suis un peu déçu, j'avoue, parce que j'aurais pensé que celle-là aurait été quand même assez facile, mais pourtant, on a un taux de réussite à peu près de 50 %. Donc, la question, c'était, chaque année, quelle est la probabilité que le S&P 500, le marché boursier américain, clôture en territoire positif? Donc, les choix de réponse qu'on avait étaient 20 %, 40, 50 et 75. Donc, je vais laisser Michel répondre, mais comme je dis, j'étais un peu déçu parce que j'aurais pensé qu'on aurait eu en tout cas, plus de bonnes réponses. Bien, roulement de tambour, la réponse, c'est 75 du temps, le marché boursier va terminer à la hausse. Et si on parle du S&P 500, Philippe, qui est le principal indice de référence aux États-Unis, donc c'est un panier de titres qui représente, dans le fond, la performance du marché américain. On a le SPTSX au Canada, il y a le Nikkei 225 au Japon. Donc, selon toi, qu'est-ce qui explique pourquoi les gens ont raté, dans le fond, cette question-là? Ben, selon moi, c'est parce que dans les dernières années, on a eu quand même des années négatives. L'année passée en étant une, puis la Ouais. COVID a frappé fort, là. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le biais de récence. Donc, le biais de récence, c'est qu'on va attacher davantage d'importance à l'information qui est récente, qui s'est passée dans les derniers mois. Et là, on va prendre cette information-là, puis on va dire ça, c'est la réalité dans le passé. Et c'est ça qu'on va projeter aussi dans le futur en termes de probabilité. Donc, à cause qu'on a eu une année plutôt difficile l'année passée, les gens se souviennent de ça. Et en plus, on a eu les obligations aussi qui ont reculé. Donc, pour beaucoup de gens, ça a été vraiment des marchés financiers qui ont été vraiment difficiles. Mais historiquement, les marchés boursiers ont plus tendance à monter qu'à baisser. D'ailleurs, sur une année, Philippe, est-ce que tu savais que le S&P 500 a plus de chances d'enregistrer un rendement au-dessus de 20 que de terminer à la baisse? Wow. Quand même, hein? Ouais, ouais. Ben, super. Écoute, j'espère que ça répond à certaines questions, là, parce qu'on a souvent cette question-là. Ah, là, ça a mal été, puis les gens ont tendance à se réfugier, là. Donc, ben merci. La deuxième question qu'on a posée, là, peut-être que l'ordre n'était pas parfaite, là, mais la deuxième question qu'on a posée, c'est parmi les deux événements suivants. Puis ça, ma fille, elle a trouvé ça bien drôle comme question, là. Je l'ai fait à ma petite fille de 12 ans, là. Selon vous, lequel est le plus susceptible de se produire? Être tué par un chien ou mourir en tombant de son lit? Okay. Ma fille, elle a associé cette question-là à la violence qui pourrait arriver d'être tué par un chien plus qu'à mourir de son lit. Et dans le fond, ça a été quoi les résultats? Est-ce que tu connais un peu là, la proportion des votes? Ça a été quoi? Oui, encore une fois, je te dirais que c'est à peu près 40-45 % des gens ont décidé aimaient mieux mourir par un chien, puis les autres aimaient mieux mourir en tombant du lit. Un petit peu plus de gens ont choisi la réponse B. Okay. Pour la question précédente, c'était vraiment l'effet de récence. Donc, on se souvient de ce qui vient de se passer. Là, ici, dans le fond, c'est le biais de disponibilité. Donc, ça, c'est on a tendance à privilégier l'information qui est accessible à notre cerveau. Et souvent, c'est ce qu'on entend parler dans les médias. Et dans les médias, on entend parler de quoi?
souvent des manchettes qui sont sensationnalistes. Donc ici, tué par un chien, si je te pose la question, est-ce que ça a plus de chances que ça fasse la une des médias comparativement aux gens qui meurent dans leur sommeil? On s'entend que oui, hein? Mais là, ce qu'on doit faire, dans le fond, c'est de prendre un certain recul puis d'avoir une approche qui est un peu plus rigoureuse, d'où l'importance de penser en termes de probabilité. Donc, si tu rouvres la télévision puis tu entends parler qu'il y a eu des attaques de pitbull, évidemment, ça captive, dans le fond, l'attention, puis tu as vraiment l'impression que cet événement-là va être beaucoup plus probable que l'autre événement, que mourir dans ton sommeil, que jamais dans 100 ans, on va ouvrir le téléjournal avec cette nouvelle-là. Donc, on doit partir en se posant la question, quelles sont, dans le fond, les probabilités d'être tué par un chien versus de mourir dans son sommeil? Aux États-Unis, on apprend que le chien tue en moyenne 34 personnes versus 450 personnes, dans le fond, qui meurent dans leur sommeil. Donc, ça, on peut transposer ça au marché boursier parce que, Philippe, qu'est-ce qui a plus de chances de faire la manchette? Est-ce que c'est le marché boursier qui recule ou qui atteint un nouveau sommet historique? Ah, on le sait que les médias, surtout certains postes de TV, comme on dit en bon sarellois, ont tendance à aimer les mauvaises nouvelles. Même si y a la bonne nouvelle TVA, ils ont tendance à aimer plus les mauvaises nouvelles. C'est sûr, puis on dit tout le temps, là, les fameux 3S, hein? On parle de sexe, de sang, de sport, mais on pourrait en rajouter un quatrième qui est sensationnalisme. Donc, évidemment, quand les marchés boursiers reculent, un conseil que je vous donne, c'est faites confiance à Philippe et fermez votre téléviseur parce qu'évidemment, il n'y aura pas de nouvelles qui vont être données. Ces gens-là ne donnent pas de conseils. Ils font juste rapporter un peu ce qui s'est passé. Et évidemment, ça attire l'attention quand les marchés boursiers fluctuent beaucoup. Donc ici, c'était un petit parallèle par rapport au biais de disponibilité. Puis encore une fois, il faut prendre du recul. Puis vous vous souvenez, hein, 75 de probabilité que le marché boursier termine à la hausse sur une année. Merci des explications, Michel. Puis quand tu disais qu'il ne donne pas de conseils à la télé, ça nous amène à la prochaine question que tu nous as fait poser à notre clientèle et à certains amis et collègues, là, parce qu'on l'avait mis accessible à tout le monde. On disait, il est reconnu que la planification financière permet à l'investisseur de hausser son rendement annuel moyen d'environ 1,5 %. Oui. Quel est le nom de ce concept de création de valeur? Là, encore une fois, ma fille était toute mêlée. Les choix qu'on avait, c'était alpha, bêta, oméga et gamma. Ma fille a pris oméga parce qu'on a des pelules oméga 3 dans la maison, fait que c'est ce qu'elle reconnaissait. Fait que, on n'a pas eu un bon taux de réponse. Puis je pense que beaucoup de clients comme ma fille pensaient qu'on pouvait trouver la réponse dans le saumon. Mais non. On a eu un taux de réussite. Honnêtement, le choix de réponse un peu tout bas de côté. On avait à peu près le quart des gens qui ont répondu A, le quart B, C et D. Fait qu'on voit que là-dessus, pas grande personnes ont tendance à connaître ce concept-là. Ben, tu sais, dans le fond, c'est vraiment l'approche qu'on fait la gestion de portefeuille, mais on fait aussi la planification financière. Puis pourquoi on est arrivé avec une lettre grecque? Parce qu'on était capable de quantifier l'impact positif de la planification financière. Et c'est un certain David Blanchett de Morningstar qui est arrivé avec le concept de gamma. Donc, le alpha, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée que tu vas créer par rapport à un indice. Donc, si l'indice de référence fait 10 et toi, tu génères 12 de rendement, tu as créé un alpha de 2 Le bêta, c'est la sensibilité d'une action par rapport à l'indice de référence. Donc, si tu as une action qui a un bêta de 2 et si le marché grimpe de 10 ton action devrait faire dans le coin de 20 Donc, plus que ton bêta est élevé, plus que ton action va fluctuer. Donc, le gamma, c'était vraiment pour faire sortir cet aspect-là. Et ça, c'est important parce que c'est un élément pour lequel tu exerces un parfait contrôle. Quand vient le temps de savoir, est-ce que je suis capable de sauver de l'impôt avec des stratégies fiscales, de mettre les actifs financiers dans des bons comptes, ça, tu as un parfait contrôle, mais à court terme, pour le marché boursier, malheureusement, tu n'es pas capable de prédire avec exactitude si le marché boursier va grimper ou pas. Donc, même si je disais que 75 de probabilité que le marché termine à la hausse, ça veut dire que 25 du temps, le marché va finir à la baisse.
Donc, ça, c'est important de comprendre cet aspect-là. Et l'aspect de planification financière, bien ça, dans le fond, si on s'attarde à cet aspect-là, c'est une bonne nouvelle pour le client parce qu'il peut vraiment aller générer un rendement qui est bonifié, dans le fond, à son rendement de portefeuille. Bien, pour un peu compléter ce que tu dis, parce que ça touche vraiment notre cœur sensible, là, dans notre équipe, ben, Isabelle et Annick, c'est nos gammas. Puis moi, je suis le alpha. J'aurais aimé que ce soit un autre terme. Puis le bêta, on ne le contrôle pas. Comme tu dis, ben, on ne le contrôle pas. On peut avoir des actions, comme tu dis, qui sont plus volatiles, mais au bout de la ligne, la source du bêta est le marché. Puis ça, on ne le contrôle pas. Fait que quand j'envoie ma lettre financière à chaque mois ou à chaque trimestre, pour certains, il y en a des gens qui arrivent le moins souvent, ben, c'est là que je mets notre performance de notre case privée. Puis je mets la performance de l'indice de référence. Donc, pour faire référence à ce que Michel dit, l'indice, si on veut, c'est le bêta 1. C'est ce que le marché devrait nous donner. Puis si on avait un bêta de 1, mais on se collerait à cet indice-là, puis on la suivrait très corrélée. Le alpha, c'est ce que je vais être capable d'apporter en plus-value dans la gestion de portefeuille, positif ou négatif. Puis bien évidemment, un alpha, à court terme, on s'en fout, mais à moyen long terme, mon but est de créer un alpha. Puis Isabelle et Annick, eux, ce qu'ils créent, c'est un gamma. Fait que dans le fond, notre équipe est vraiment complexe, je veux dire, complémentaire, parce que mon rôle est vraiment séparé du rôle des filles. La dernière question qu'on avait posée, c'était pourquoi on ne devrait pas se fier aux médias pour la gestion des placements? Premier choix de réponse, ils ne rapportent que ce qui s'est passé récemment. Deuxième, ils n'ont pas accès à vos objectifs de placement, votre tolérance au risque ainsi que votre horizon de placement. C, ils misent principalement sur le sensationnalisme. Et D, toutes ces réponses. Là, j'avoue que j'étais fier de nos clients parce que, bon, à part quelques-uns, je dirais qu'on a un taux de réussite à peu près de 90, sinon 95%. Puis toi, en général, dans le fond, est-ce que tes clients consultent beaucoup les médias dans le sens, est-ce que tu reçois des téléphones des clients qui t'ont dit hey, écoute, j'ai regardé la télévision hier, puis ils parlaient de telle prévision un peu pessimiste. Est-ce que tu as ce genre de commentaires-là? Oui, mais pas beaucoup. J'avoue qu'on est très bien choyé par notre clientèle. Là, la majorité des clients ont bien été éduqués au fil des années avec nous, puis ils savent que moi, j'adore quand les marchés sont négatifs et volatiles, parce que c'est ce qui me permet d'acquérir certains titres moins chers. Où est-ce que cette année, ça a changé un peu? C'est un peu cette perception de panique sur les taux d'intérêt. Parce que comme les taux d'intérêt ont monté beaucoup, très rapidement, il y a beaucoup de... Puis les revenus fixes ou les obligations, comme tu disais, ont mangé une volée l'année passée. Cette année, ils se stabilisent. Fait que les gens ont eu une mauvaise année l'année passée. En général, ceux qui étaient plus conservateurs ont eu une pire année dans notre cas que ceux qui étaient plus agressifs, ce qui est très rare. Puis là, les gens ont cette perception-là que c'est la fin, puis que les taux d'intérêt vont monter. Fait que ça les affecte un peu plus que quand le marché recule dans une mauvaise journée. Ça, la majorité de la clientèle est habituée. Fait qu'ils ont cette perception que les médias ont mis une nouvelle, si on veut, en ligne, qui est les taux d'intérêt, puis ils ne savent pas comment assimiler cette donnée-là. Écoute, il y a d'excellents points là, qui ressortent de ton commentaire. Dans un premier temps, l'année passée, c'était la première fois en 100 ans qu'on avait une aussi mauvaise performance des obligations et des actions ensemble. Donc, en termes de probabilité, les chances étaient meilleures cette année que ça soit un peu moins pire. Deuxièmement, Philippe, quand on regarde l'inflation, moi, j'ai 49 ans. J'ai jamais vraiment vécu de situation d'inflation parce qu'on parle toujours des années 70-80. Donc, pour beaucoup de gens, c'était une première de voir l'inflation accélérer. Donc, c'est tout à fait normal que les gens soient inquiets. Et dans le fond, le troisième point, c'est toujours à la blague. Quand il y a des mauvaises nouvelles à la télévision par rapport au marché, il faut penser au deuxième degré. Donc, penser au premier degré, c'est la relation cause-effet. S'il y a une mauvaise nouvelle A baissé, l'action XYZ devrait baisser. Penser au deuxième degré, c'est de dire, ça, on a ce constat-là, mais est-ce que je suis capable de prendre un certain recul et de dire, si tout le monde est négatif, est-ce que c'est peut-être le temps, dans le fond, d'investir à la bourse? Et moi, je disais à la blague, j'ai eu la chance de passer à quelques reprises à LCN, Philippe, dans les dernières années,
Et à chaque fois qu'on m'appelait pour passer à LCN, il y avait quasiment une cloche qui sonnait, qu'on n'était pas loin d'un creux. Donc, si vous me voyez la face à la télévision dans les prochains mois, pensez au deuxième degré et dire, oh, si on amène quelqu'un à la télévision pour parler de marché boursier, si on arrive avec des nouvelles qui sont vraiment négatives, prenez un certain recul et dites-vous, ah, peut-être que c'est une opportunité d'achat ou une opportunité pour garder le cap. On ne fera pas de nom, mais il y a une certaine personne qui passe de temps en temps avec des probabilités ou je dirais des prédictions très, 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 très catastrophiques qu'on voit juste quand les marchés ne vont pas bien. Hein? Oui, bien c'est sûr, hein, parce qu'on essaie de trouver, si moi j'arrive à la télévision avec ma face comme ça, je suis un optimiste à la nature, je ne fais pas vraiment pour arriver dans le fond avec des scénarios qui sont un peu plus pessimistes. Donc, évidemment, ça sort un peu du cadre parce qu'on est habitué, dans le fond, d'avoir une industrie des services financiers qui est relativement optimiste. Parce qu'on le sait, Philippe, les marchés boursiers ont une tendance haussière à long terme. Puis qu'est-ce qui explique ça? C'est la croissance des bénéfices. Et la croissance des bénéfices est générée par quoi? Notre capacité d'innover, la créativité, la capacité de s'adapter au fil du temps. Donc, quand on regarde ça, c'est normal de vouloir demeurer investi et de bénéficier, dans le fond, de la tendance haussière. Donc, dans un contexte où que les gens arrivent à la télévision pour arriver avec des prévisions qui sont un peu plus pessimistes, bien évidemment, il faut comprendre c'est quoi le chapeau qu'ils utilisent. Et c'est vrai que peut-être que l'économie est un peu inquiétante avec les hausses de taux d'intérêt. On parle de risque d'inflation, on parle de risque de récession, etc. Donc, il faut juste voir que nous, notre approche, c'est de garder le cap avec une approche, comme tu disais, de alpha et de gamma. Et la personne qui fait la recommandation à télévision, ben, elle n'a pas accès à vos objectifs de placement, votre tolérance au risque, puis votre horizon de placement. Puis au final, tant si longtemps que vos objectifs financiers sont atteints, c'est correct. Puis peut-être que Philippe, mon conseil, c'est s'il y a des gens qui sont nerveux, c'est peut-être de révisiter un peu le questionnaire de tolérance au risque. Peut-être que c'est mal aligné avec le portefeuille actuellement. Oui, mais tu as raison, Michel. Puis comme on dit à certains qui ont tendance à être plus fragiles, c'est les gens qui étaient déjà plus conservateurs parce qu'ils se sont fait frapper plus. Fait que là, ils disent, ben là, je veux être moins en action, mais c'est Ouais. pas ça qui t'a causé ton degré de volatilité l'année passée. Fait qu'il faut juste les éduquer parce que les gens pensent que c'est la bourse qui est coupable de tout, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, là, surtout dans les dernières années. Oui. Michel, je te remercie. On a répondu aux 4 questions qu'on avait posées au sondage. Donc, on va terminer la capsule pour la première capsule. J'invite tout le monde à visionner la deuxième capsule qu'on va faire avec Michel, parce qu'on va reposer 4 autres questions, puis surtout la dernière question, la quatrième, qui va répondre à quelques clients qu'on a qui sont un petit peu plus nerveux. Donc, Michel, je te remercie, puis on se revoit dans quelques minutes.